Dans l'histoire de la Formule 1 et même du sport automobile, deux personnes ont été particulièrement influentes. Bernie Ecclestone et Jean-Marie Balestre, deux personnages controversés et très complexes. Et aujourd'hui, c'est l'heure du vrai ou faux. Bonne vidéo. Pour le coup, vous étiez un petit peu moins nombreux à jouer le jeu et il y a donc moins de facts. Bon, je m'y attendais un petit peu vu le sujet, mais rassurez-vous, il y a largement de quoi faire une vidéo. Et donc, on démarre avec le premier fact, vrai ou faux, Balestre et Ecclestone sont à l'origine du conflit FISA-FOCA. Alors, c'est difficile à dire. En tout cas, ce sont clairement les acteurs majeurs de cette période allant de la fin des années 70 au début des années 80. Le conflit FISA-FOCA part d'un constat simple. Le fonctionnement de la Formule 1 est défavorable aux acteurs de la piste, à savoir les pilotes et les équipes principalement. Dans une décennie qui voit naître bon nombre d'évolutions et qui voit le niveau de compétitivité augmenter d'année en année, faisant au passage augmenter considérablement les coûts, les équipes avaient de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. La gestion de la F1 est alors très archaïque, c'est plus typé loisir que véritable business. Et donc, un homme a pris les devants pour défendre et représenter les équipes face au pouvoir sportif. Cet homme, c'est Bernie Ecclestone. Un personnage présent depuis plusieurs années dans les paddocks, notamment en tant que manager de pilote comme le regretté Jochen Rindt, et à ce moment-là, propriétaire de Brabham. Ecclestone, c'est un filou qui comprend vite le potentiel commercial de sa discipline et il se met à revendiquer de plus en plus de choses à la FIA et à la CSI, la Commission Sportive Internationale qui gère donc sportivement la F1. Ecclestone crée donc la FOCA, l'association des constructeurs, et prend de plus en plus d'importance au sein de la discipline, ce qui amène la FIA à élire un certain Jean-Marie Balestre à la tête de la CSI, qui devient d'ailleurs la FISA sous son impulsion. C'était en 1978. À partir de là, le conflit est véritablement lancé. Une guerre politique intense qui dure jusqu'en 1982 et la signature des premiers accords Concorde, et qui fait de cette période l'une des plus intéressantes de la F1. Dans quelques semaines d'ailleurs devrait sortir le remake du conflit FISA-FOCA. Maintenant, avec ce rapide résumé, difficile de dire que Balestre et Ecclestone sont à l'origine de ce conflit, même s'il est clair que sans eux, certainement que cela aurait été moins intense. Je vous laisse me donner votre avis. Vrai ou faux, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, cette marque de boisson made in Berlin dont je suis sûr vous avez déjà entendu parler, que ce soit par d'autres créateurs ou par moi qui ont fait la promotion depuis plus d'1 an. Et c'est une boisson que j'aime beaucoup et que je vous recommande, par ses multiples avantages ou par sa large gamme de saveurs réparties en 3 catégories, les énergisants pour un coup de boost, les iced tea pour un coup de frais et les hydrations pour se désaltérer. En plus, Oli c'est une marque active qui ajoute régulièrement de nouvelles saveurs. En cette période de Jeux Olympiques, 3 nouvelles saveurs hydratation sont de sortie. Ananas, cerise et coco. Et ce sont les 3 que je vous conseille ce mois-ci. En plus évidemment des packs découvertes qui sont toujours des valeurs sûres et un bon moyen de découvrir ou redécouvrir la marque Oli. Servez-vous des 2 codes promotionnels, le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Oui, tu m'as tendu une perche et je m'en suis saisi. Plus sérieusement, merci à Oli du soutien, merci également à vous de jouer le jeu et on continue la vidéo avec le fact suivant. Vrai ou faux, Balestre et Ecclestone ont tous deux eu plusieurs casquettes, rôles en même temps. C'est vrai. On l'a évoqué juste avant, Ecclestone avait donc plusieurs casquettes dans les années 70, patron de Brabham et président de la FOCA. Cette double casquette pouvait parfois lui jouer des tours car ses intérêts étaient parfois contradictoires. J'invoque le Grand Prix de Suède 1978. Alors que Lotus domine le championnat avec les modèles 79 pilotés par Mario Andretti et Ronnie Peterson, Brabham réagit et Gordon Murray, le directeur technique, sort la BT46B, la F1 aspirateur. À cause du Flat 12 Alfa Romeo, il était impossible pour Brabham d'installer des tunnels Venturi sur leur voiture comme a fait Chapman avec les siennes. Alors, Gordon Murray a cherché une solution pour accélérer l'air sous le plancher de la voiture afin d'avoir plus d'appui, et il a trouvé. Il s'est inspiré de la Chaparral 2J et a introduit cette drôle de voiture à Anderstorp pour le Grand Prix de Suède 1978. Et entre les mains de Niki Lauda et John Watson, la BT46B a impressionné par sa vitesse et a donc contrarié ses adversaires. Celle-ci jouant sur une zone grise du règlement technique, ils ont donc porté réclamation. Mais les officiels ont validé l'engagement de cette voiture et donc les autres patrons d'équipe ont fait du chantage avec Ecclestone qui devait donc choisir entre son équipe et sa position de choix au sein même de la FOCA et de la Formule 1.
Et Bernard a choisi ses intérêts au sein de la FOCA et de la Formule 1. Il a donc retiré cette voiture au terme du Grand Prix de Suède remporté par Niki Lauda. Dans les années 80, après la signature des premiers accords Concorde garantissant légalement à Eccleston la responsabilité du pouvoir financier et commercial de la F1, après 2 titres pilotes avec Piquet en 81 et 83, Bernie s'est peu à peu désintéressé de la gestion de Brabham, laissant les commandes à son second, Herbie Blash. À la fin des années 80, Bernard a même vendu son équipe et s'est donc consacré pleinement à la gestion de la F1. Enfin, pleinement, pas vraiment, car il était également promoteur de pas mal de grands prix du calendrier. En gros, il n'a rarement eu qu'une seule casquette. Quant à Jean-Marie Balestre, il a également eu plusieurs rôles. Déjà, en 1972, il prend la présidence de la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile. Il succède à Claude Bourriaud et se distingue par son autoritarisme mais aussi par sa volonté de rendre le sport plus sûr. Après avoir été représentant de la CSI sur le terrain dans les années 70 et notamment lors de ce Grand Prix de Suède 78, le Français a été élu à 29 voix contre 11 à la présidence de la FISA face à l'Américain Tom Benford, succédant donc à Pierre Hugeux. Jean-Marie a donc carte blanche pour contrer Eccleston et renomme aussitôt la CSI en FISA. Il cumule donc 2 mandats et même 3 à partir de 85 lorsqu'il est élu à la quasi-unanimité à la présidence de la FIA, prenant soin au passage d'étendre au maximum son pouvoir. Ainsi, pendant 6 ans, Balestre cumule 3 mandats, fact validé. En 1991, celui à la tête de la FISA prend fin et c'est Max Mosley qui lui succède. Fact, là encore validé. Par ses agissements à la fin des années 80, Balestre aura beaucoup d'opposition et Max Mosley sera élu à 43 voix contre 29. Et en 1993, la FISA est absorbée par la FIA et Mosley succède donc également à Jean-Marie Balestre. Enfin, en 1996, Jean-Marie quitte la présidence de la FFSA, remplacé par Jacques Régis. Vrai ou faux, Jean-Marie Balestre est celui qui a baissé les puissances des moteurs de F1. C'est vrai, Jean-Marie Balestre est donc un personnage complexe, tout comme son homologue Eccleston. Son autoritarisme, ses nombreuses piques et son style très interventionniste a souvent été critiqué. En revanche, pas mal d'agissements viennent nuancer son bilan, car Balestre a toujours fait de la sécurité une priorité. Après les hécatombes des années 50 et 60, les consciences se sont éveillées. On peut citer parmi les personnages les plus influents pour la sécurité des pilotes, Jackie Stewart, parti en croisade dès 1966. Cela dit, il a fallu du temps pour que les acteurs de la piste soient écoutés. Avoir une instance réceptive et sensible en fait partie, et Balestre a toujours été un des acteurs majeurs de la sécurité en sport automobile. Bien sûr, dans les années 80, quand les moteurs turbo dépassaient les 1400 chevaux de puissance en configuration qualif, Balestre a tout fait pour calmer le jeu. Dès 1984, des discussions ont été entamées pour réduire la puissance et Balestre a donc agi sur la consommation d'essence. Baisse des quantités des réservoirs, donc plus d'économie et moins de vitesse. Cette bride a été accentuée en 86 et c'est justement cette année-là que des décisions radicales ont été prises. Les années 80, c'était la démesure de la course automobile. Les moteurs turbo en F1, les groupes C en endurance, avec notamment les 400 km/h dépassés en 88, et en rallye, il y avait les mythiques et dangereuses groupes B. Des voitures très légères à la puissance démesurée où la sécurité n'était qu'un vaste concept. Après la mort d'Attilio Bettega en 85 au Tour de Corse, ce sont Henri Toivonen et Sergio Cresto qui laissent la vie un an plus tard. Toujours sur l'île de Beauté. Mais je crois que c'est également une opportunité pour nous de nous recueillir et d'honorer la mémoire d'Henri Toivonen et de Sergio Cresto qui nous ont quittés, victimes de notre passion commune pour le sport automobile, et je vous demande d'observer 1 minute de silence en vous levant. L'accident de trop qui précipite la mort du groupe B et l'interdiction des moteurs turbo en F1, progressivement diminués avant de disparaître à la fin de l'année 88. En plus de ça, quelques années plus tôt, Balestre a lutté pour interdire les jupes aérodynamiques. C'était le premier sujet chaud entre la FISA et la FOCA, et Balestre a mis 3 ans pour s'en débarrasser. Avec ce système, les vitesses de passage en courbe étaient trop rapides et les circuits n'étaient pas adaptés. Quand les jupes aérodynamiques, à l'époque en bois, se brisaient, les pilotes ne s'en apercevaient qu'une fois dans la courbe et en résultaient des accidents terribles. Si certains ont eu de la chance, d'autres y ont laissé leur peau, comme Patrick Depailler en 80. Les pilotes s'en plaignaient depuis longtemps de ces jupes jugées dangereuses. Mais il faut dire que dans ce conflit, ces derniers avaient du mal à se faire entendre. Si en 1981, il obtient des changements techniques assez radicaux, augmentation de la garde au sol et interdiction des jupes aérodynamiques coulissantes,
Il faut attendre la fin de la saison 82 pour voir JMB interdire définitivement ses voitures à effet de sol, contournant même la constitution de la FIA qui devait voir toutes les équipes valider pareille décision. Mais après une année qui a vu Gilles Villeneuve et Riccardo Paletti perdre la vie, sans oublier le dramatique accident de Didier Pironi et que les principaux membres de la FOCA étaient sur le point d'obtenir des moteurs turbo, personne n'a véritablement voulu contester la décision de Jean-Marie Balestre. Une décision brutale, un 49-3 pourrait-on dire, mais qui a été pris dans l'intérêt des pilotes qui, eux, ont salué cette décision. Puis Balestre, c'est aussi l'introduction de la cellule de survie ou de l'obligation du crash test en 1985. Donc des changements qui ont sauvé la vie à pas mal de pilotes. Personnage nuancé, le Balestre. Vrai ou faux, Bernie Ecclestone a créé ce qui deviendra la Formula One Group. C'est vrai, la Formula One Group, c'est, pourrait-on dire, la F1 au sens large du terme. C'est l'entité F1, celle qui est chargée de la promotion, de la diffusion et tout autre aspect commercial. Si la F1 est un championnat du monde de la FIA, la marque F1, donc la Formula One Group, est, elle, détenue par Liberty Media depuis fin 2016, début 2017. Et actuellement, c'est Stefano Domenicali qui est à sa tête. À la base, la Formula One Group, ce n'est rien d'autre que la FOCA, l'organisation regroupant les constructeurs des Grands Prix, qui, en 87, au terme des deuxièmes accords Concorde, est devenue la FOPA, Formula One Promotions and Administration, Formula One Promotion et Administration. Puis c'est devenu la Formula One Management. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais pour bien traiter le sujet, il faudrait une vidéo complète. Mais pas maintenant. Vrai ou faux, Bernie Ecclestone a disputé des Grands Prix. C'est vrai. Avant d'être le grand argentier de la F1, avant d'être le patron de Brabham ou le manager de pilotes comme Jochen Rindt ou Stuart Lewis-Evans, Bernie Ecclestone était pilote. À la base, Ecclestone est intéressé par les deux roues. Après la Seconde Guerre mondiale, il dispute quelques courses avant d'ouvrir une petite entreprise de revente de pièces moto en Angleterre. Petite entreprise qui deviendra l'une des plus importantes d'Angleterre. En 49, Bernard s'essaie à la monoplace en F3, mais arrête après un accident avant de revenir dans les années 50. En tant que manager de la jeune pépite Stuart Lewis-Evans, mais aussi en tant que pilote. Bernie est d'ailleurs engagé au Grand Prix de Monaco 58 avec une Conault B, mais il échoue à se qualifier. N'oublions pas 3 engagements en Grand Prix hors championnat en 53 avec une Cooper T20 où il termine même 5ème du London Trophy à Crystal Palace. Bon, après sa tentative de 58, il se contente de quelques tours en qualité d'essayeur, mais la mort de son poulain Lewis Evans l'éloigne des circuits pendant un temps. Fin de la carrière de pilote de Bernie. Vrai ou faux, c'est à cause de ces deux bonhommes qu'on a rajouté des chicanes dans la ligne droite des Inaudières. C'est vrai, plus Balestre qu'Ecclestone, mais bon, les deux avaient initié le mouvement qui a conduit à ces deux chicanes dans les Inaudières. Comment en parler rapidement? Bon, déjà, je vous invite à aller voir le triptyque qu'on a réalisé avec Alex, le dormeur du Val, le scandale des 24 heures du Mans, qui est sorti il y a 2 ans déjà, et qui revient en détail sur cette période de la classique Mansell et de l'endurance. Si, en général, Bernie Ecclestone et Jean-Marie Balestre étaient opposés, ce qui pouvait causer beaucoup de dégâts, parfois, ils étaient alliés, ce qui causait encore plus de dégâts. Le constat est simple, l'endurance devient de plus en plus populaire dans la deuxième partie des années 80 avec un trio de constructeurs nous offrant de sacrées courses. Porsche, Jaguar et Sauber Mercedes. La F1, elle, se porte plutôt bien, surtout avec le duel Senna-Prost, mais Ecclestone et Balestre en veulent toujours plus. Alors, ils vont prendre le pouvoir de ce championnat du monde d'endurance, anciennement championnat du monde des voitures de sport. Ils vont l'aménager à leur sauce avec des règlements sportifs et techniques assez absurdes, voire complètement absurdes. Comme le Sport 3 litres 5 qui est une formule bien trop chère et inadaptée à l'endurance, et qui est un piège pour amener les constructeurs vers la F1. Ça, plus une modification des formats de course, plus courts, afin d'être télévisuellement plus rentable. Bref, c'est une rafle et le championnat du monde d'endurance est décimé en quelques années. Mais dans ce conflit, Ecclestone, Balestre et même Mosley rencontrent un petit peu de résistance. Cette résistance, c'est l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, l'organisateur des 24 heures du Mans. La course de référence qui attire du monde en endurance. Bon, les deux camps se disputent sur beaucoup de sujets et notamment sur les droits télé de leurs courses. Ça va tellement loin qu'au dernier moment, l'ACO retire sa course du calendrier du championnat du monde 89. Une rébellion qui ne plaît pas du tout à Balestre qui, en qualité de président de la FIA, de la FISA et surtout de la FFSA, décide de se venger. Un peu comme il a fait avec Senna au terme du dénouement du championnat du monde 89, en menaçant le Brésilien d'un retrait de licence et en le forçant à écrire une lettre d'excuse. Pour la CO, la sentence est un petit peu différente. Non, on ne va pas forcer Senna à écrire une lettre d'excuse ou le menacer encore une fois d'une suppression de licence.
Non, enfin, ils devront tout de même rédiger une lettre d'excuse, mais surtout, Balestre impose 2 chicanes dans la ligne droite des Hunaudières, le mythe du Mans. Un sacrilège pour les puristes car cette ligne droite d'environ 4 km, c'est un pilier de cette course. C'est ici que les records de vitesse ont été effectués et mine de rien, c'est un morceau de bravoure où beaucoup y ont laissé la vie. Mais un challenge apprécié et fermement défendu par la plupart des pilotes d'endurance, notamment Henri Pescarolo. L'ACO tente de se défendre mais doit finalement s'incliner sous peine de perdre l'homologation du circuit, et donc des 24 heures du Mans. Résultat, en 1990, la ligne droite des Hunaudières est entrecoupée par 2 ralentisseurs. Longtemps critiqué, aujourd'hui on s'y est habitué, et ces 2 chicanes offrent des opportunités de dépassement et un challenge plaisant. Vrai ou faux, Bernie Ecclestone s'était vu interdire de prendre part aux funérailles d'Ayrton Senna, la famille du défunt pilote ayant estimé que sa présence n'était pas souhaitable suite à certains propos qu'il avait tenus précédemment. C'est vrai, il y a beaucoup de vrai aujourd'hui. Effectivement, si Ecclestone aimait particulièrement Senna, la famille du Brésilien n'appréciait pas vraiment l'argentier de la F1. Le Grand Prix de Saint-Marin 94 est donc un week-end noir, plusieurs blessés et 2 morts. Le samedi, Roland Ratzenberger se tue dans la courbe Villeneuve. Si officiellement le néophyte autrichien est décédé à l'hôpital, comme tous les pilotes, Roland est mort sur le coup. Ce funeste arrangement a été fait afin de ne pas perturber la tenue du Grand Prix, car si Roland était mort officiellement sur le circuit d'Imola, l'événement aurait été arrêté pour laisser place à une enquête. Finalement, 1 heure après le drame, les pilotes reprenaient la piste. Le lendemain, après un nouveau désastre au départ et à l'entame du 7e tour de course, Ayrton Senna s'écrase dans le mur de Tamburello. Un choc terrifiant et un drame qui change à jamais la F1 et le sport automobile. Là encore, Senna est téléporté à l'hôpital de Bologne et est déclaré mort là-bas, même si, vraisemblablement, Ayrton est décédé dans sa Williams. Pendant les minutes qui suivaient ce crash, alors que Senna était entre les mains de Sid Watkins et des autres médecins, c'était la confusion. L'ambiance était plus lourde que jamais. Bien sûr, la famille du Brésilien était très inquiète et Bernie Ecclestone aurait informé Leonardo da Silva, le frère d'Ayrton, du décès de ce dernier, alors que rien n'était encore officiel. Bernie se défend en disant que Leonardo a confondu mort et tête, dead head en anglais. Mais à cause de ce quiproquo et du fait que le Grand Prix ait été maintenu malgré la mort de Roland Ratzenberger, la famille d'Ayrton Senna n'ont pas tenu à ce que Bernie Ecclestone soit présent le jour de ses obsèques. Pourtant, Bernie était bien à Sao Paulo, mais cloîtré dans sa chambre d'hôtel. Une contrainte qu'a très mal vécu Bernie. D'ailleurs, dans son bureau en Angleterre, Bernie Ecclestone a exposé la McLaren MP4 8 avec laquelle Ayrton Senna a remporté le Grand Prix de Monaco 93. Un indice sur l'importance du Brésilien pour Ecclestone. Vrai ou faux, Balestre avait l'image de privilégier Prost lors du duel Senna-Prost, de par sa nationalité française. C'est faux. Non, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Faut tout de même nuancer. Il est vrai que d'une part, Jean-Marie Balestre s'entendait très bien avec Alain Prost et que d'autre part, Jean-Marie Balestre ne s'entendait pas très bien avec Ayrton Senna. Beaucoup de réflexions faites à l'encontre du Brésilien, plus ou moins piquantes, et surtout un acharnement assez injuste envers le poliste après le dénouement de la saison 89, quand les 2 pilotes ont échoué dans l'échappatoire de Suzuka. Balestre a toujours été plutôt brutal envers Senna et beaucoup plus conciliant avec Prost. De plus, on l'a vu, Balestre faisait pas mal d'abus d'autorité et était plutôt interventionniste. Lorsque Senna a pu redémarrer grâce à l'aide des commissaires de course et qu'il a rejoint le circuit par l'échappatoire, ça n'a pas manqué d'interpeller Prost qui, après une manœuvre de défense elle-même litigieuse, est parti voir la direction de course et Jean-Marie Balestre qui a tout fait pour que le Brésilien soit disqualifié. Alors, Balestre n'a pas agi seul, il y avait tout un collège des commissaires. Après, on peut pas nier non plus son influence. Senna s'est vu reprocher 2 choses. D'une part, il a reçu une aide extérieure pour repartir, et d'autre part, il a court-circuité la chicane via l'échappatoire. Bon, ce deuxième chef d'accusation volera un éclat après les nombreux soutiens de Senna et du bon sens. Mais Ayrton sera tout de même disqualifié pour avoir reçu une aide extérieure pour repartir, et ça, c'est totalement justifié. D'autres pilotes avant lui ont déjà été disqualifiés pour ce même motif. Niki Lauda l'a même été 2 fois entre le Grand Prix du Canada 72 et d'Allemagne 83. Pareil pour John Watson à Long Beach 77 ou Piquet à Monaco l'année suivante. Ce n'était pas une sanction nouvelle. Mais ça ne justifie certainement pas un tel acharnement de la FIA envers Senna. Là, clairement, Balestre est sorti de son rôle. 1 an plus tard, Senna revendique à plusieurs reprises un changement d'emplacement de la pole position. Il avait fait de même au Portugal 2 Grands Prix plus tôt et avait obtenu gain de cause. Mais pas au Japon, où Ayrton se retrouve confronté à l'inflexibilité de Roland Broinsorad, le directeur de course et représentant de la FISA en l'absence de Balestre resté en France. Et ce n'est pas pour rien que le Belge a refusé en bloc, c'est parce qu'il avait reçu des ordres de Balestre. Et quand Senna a foncé dans son rival au premier virage, Balestre est bien sûr allé de sa remarque acerbe envers le Brésilien, mais il n'a pas été disqualifié pour ça.
Président, vous êtes en ligne sur l'antenne de TF1. J'imagine que vous avez des tas de choses à dire sur ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix. Bon, la première chose que j'ai à dire, c'est que on ne pourra pas m'accuser d'avoir été présent pour influencer les commissaires pour faire gagner Prost, contrairement à ce qui a été fait l'année dernière à Suzuka. Deuxièmement, hélas, mes pronostics faits il y a 2 jours sur le pire qui pouvait arriver se sont confirmés et nous avons assisté à un beau gâchis parce que je considère comme fin lamentable à un championnat du monde ce qui s'est passé sur la grille de départ. Je dirais qu'au plan de la sécurité, c'est extrêmement dangereux. Imaginez que cet incident se soit produit à Sainte-Dévote à Monaco, à 250 à l'heure. Au plan de la sécurité, c'est le 2e point, c'est extrêmement grave. Mais je laisse tous les téléspectateurs juges pour établir la responsabilité de l'un ou de l'autre pilote. Et l'on verra quels sont les pilotes qui ont eu le plus d'accrochage et qui ont eu le plus de talent en course. Pour ma part, je trouve très triste que devant 1 milliard de téléspectateurs, on donne un spectacle final d'un championnat du monde aussi triste que celui dont nous avons été témoins ce matin. Bref, Senna, Prost, Balestre, en voilà des histoires. Paradoxalement, Jean-Marie et Ayrton seront parfois alliés et mettront leurs différends de côté dans un but commun, la sécurité. Vrai ou faux, la décision de Jean-Marie Balestre est la meilleure décision. C'est vrai, bien sûr. Comment ne pas évoquer cette scène et cette réplique culte de Jean-Marie Balestre à Senna? Après toutes ces histoires, on se retrouve en 1991 au briefing des pilotes du Grand Prix d'Allemagne. Durant les essais, ces derniers ont relevé des points sensibles sur la sécurité. En effet, à Hockenheim, dans les échappatoires des chicanes, il y a des piles de pneus. Alors, Senna soulève ce point sensible et demande à ce que les pneus soient remplacés par autre chose, notamment des cônes. Senna, qui 10 jours plus tôt était parti en tonneau sur ces mêmes pneus et qui s'en est miraculeusement sorti indemne, sans oublier son accident quelques jours plus tôt au Mexique. Celui qui gère la discussion, c'est le directeur de course, Roland Brunserad, et à ses côtés, il y a Balestre. Le ton monte un petit peu bêtement car bien sûr si on remplace les pneus par des cônes, potentiellement il y a moyen de couper la chicane. Et ça, Balestre il ne veut pas. Il faut respecter la distance de la course. You must respect the distance of the race. You must respect the distance of the race. Alors, d'autres pilotes prennent la parole en disant que ce n'est pas réalisable de faire demi-tour pour revenir. Mais Balestre se protège derrière le règlement. Sauf qu'à force, Senna il connaît le règlement et met en avant un paragraphe pouvant donner satisfaction aux pilotes. Alors, Balestre s'incline et Senna lui dit de prendre la bonne décision. Ce à quoi Jean-Marie répond « The best decision is my decision. I have a feeling for that. No, I have a feeling. No, because you don't know my decision. » Réplique culte et en soi, c'était la bonne décision. Il a laissé le choix aux pilotes via un vote et à l'unanimité, ils étaient pour que les pneus soient remplacés, et ça a été le cas immédiatement. Ce n'est pas tant dans le fond que ça pose problème car au final, il a laissé le choix aux pilotes et c'était la meilleure chose à faire, mais plutôt dans la forme où bon, fallait forcément qu'il ait le dernier mot, fallait forcément qu'il soit rigide. Mais bon, c'est Balestre, c'est pour ça qu'il a été élu à ce poste. Bon, terminons par le fact qui m'a le plus été posé. Est-ce que Jean-Marie Balestre était en collabo durant la Seconde Guerre mondiale? C'est une question qui n'a pas de réponse concrète, seulement des pistes. Il faut savoir qu'à la base, Jean-Marie Balestre est un journaliste. Dans les années 30, il travaille pour Sport et Santé avant de travailler pour le journal Loto. Aujourd'hui, ce journal s'appelle L'Équipe. C'est d'ailleurs le journal Loto qui est à l'origine de la création du Tour de France en 1903. En parallèle, Jean-Marie était un militant de gauche et écrira plusieurs articles dénonçant le racisme et l'antisémitisme. Bref, quand la guerre éclate, le rôle de Jean-Marie Balestre va tout de même être assez flou. Tout d'abord, il se réfugie à Toulouse et passe dans le camp de l'extrême droite. Il sera même actif et commettra quelques actes qui l'enverront un temps en prison. Par la suite, en 41-42, il grimpe les échelons dans le camp des collabos, co-dirigeant du centre de jeunesse Maréchal Pétain, avant de s'engager dans la NSKK, un groupe paramilitaire qui assiste le Troisième Reich pour tout ce qui est transport et logistique, on va dire. Cet engagement n'est pas une fin en soi, mais une étape, car en 43, Jean-Marie Balestre intègre la Waffen-SS et il est l'un des responsables de la création de sa filiale française. Selon certaines sources, et là encore, difficile d'en avoir le cœur net, il serait le premier français à intégrer la SS.
Mais en 1944, Jean-Marie Balestre est arrêté par les Allemands alors qu'il préparait un attentat contre les Einsatzkommando de la Waffen-SS. Einsatzkommando, pardonnez mon piètre accent allemand, qui dépendait justement de la Einsatzgruppen, qui littéralement veut dire groupe de l'Est, qui était un escadron de la mort. Les agissements de Balestre durant cette période sombre sont très louches. S'il n'a jamais démenti le fait qu'il ait rejoint la SS, il affirme que tout ceci était fait sous couverture pour la résistance, ce qui expliquerait sa tentative d'attentat au sein même de son propre corps. Après la guerre, il sera de nouveau arrêté par la police française avant que son dossier soit classé sans suite, notamment grâce au témoignage de certains résistants. En 1954, Jean-Marie reçoit un certificat d'appartenance à la résistance intérieure française et 3 ans plus tard, il est décoré de la médaille de la déportation pour fait de résistance. Puis, il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1978. Sauf que dans les années 80, certaines personnes ont dénoncé le passé de résistant de Balestre. Mais l'affaire a quelque peu été étouffée, donc difficile de démêler le vrai du faux. Qui était vraiment Jean-Marie Balestre? Un résistant sous couverture qui a infiltré la Waffen-SS? Ou un simple opportuniste ayant réussi à changer de camp au bon moment, sans trop que cela se voie? Comme Bernie Ecclestone, Jean-Marie Balestre est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Un personnage rude dont on a du mal à bien cerner, mais qui fait un acteur majeur de la course automobile pendant 20 ans et l'une des personnes les plus influentes de la F1. Jean-Marie Balestre s'est éteint le 26 mars 2008 à Saint-Cloud, à l'âge de 86 ans. On arrive au bout de ce vrai ou faux, j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous révéler le thème du prochain vrai ou faux, laissez-moi vous rappeler les règles. Vous écrivez hashtag vrai ou faux en commentaire, comme ça s'affiche en bleu, je le vois directement, c'est beaucoup plus simple. Le thème du prochain vrai ou faux, c'est Alain Prost. On a fait Senna, on a même fait Schumacher, on a fait déjà quelques pilotes, donc je pense qu'on peut y revenir dessus, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, j'espère que ça vous convient, faites-vous plaisir en commentaire. Si ce vrai ou faux vous a plu, vous savez quoi faire sur la plateforme. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, mais surtout n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Pardonnez-moi si j'ai transpiré, mais il est 10 h du matin, il fait déjà plus de 32 degrés, bon, vraiment on a envie de mourir, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Je sens que, malheureusement, je sens qu'il y en a qui vont râler à propos de la miniature, mais bon. Hein, voilà. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour râler, donc presque autant leur donner une raison. J'ai essayé de traiter le sujet, un sujet... au final, j'en ai parlé qu'à la fin, du passé tumultueux de Balestre. Et bon, avec Ecclestone, Balestre, c'est forcément un sujet... ouais, complexe, riche aussi, un petit peu sombre peut-être, parce que bon, on a fait qu'effleurer la surface là, hein, il faudrait... Je ne sais pas si une vie serait suffisante pour vraiment passer au peigne fin celle de ces deux bonhommes. Bref, des bisous.